Faudra voir. Bon. Pourquoi Chantex? Eh bien, parce qu'à Chantex, on n'a pas attendu, si j'ose dire, l'après-guerre pour manifester sérieusement pour améliorer les conditions sociales. Même si on est dans une campagne, hein, même si on est dans le monde rural, il y a de nombreux témoignages qui montrent que à partir de 1934, des centaines de gens qui partaient de Chantex, La Grolière, etc., partaient manifester à Tulle pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la condition paysanne, et puis très tôt pour mettre en garde la population contre la peste brune. Et il y a des témoignages qui sont très intéressants parce que les gendarmes de La Grolière et d'ailleurs alertent la préfecture pour dire qu'il y a une bande de 200 qui vont descendre, etc., demain, etc. Voilà, c'est sérieux, c'est... Voilà. Et finalement, cette volonté d'améliorer la condition sociale de la population, ben, elle se traduisait dans les élections de maire à Chantex. Si je ne me trompe pas, Jean, se sont succédés durant 2 siècles des maires communistes. Un peu plus maintenant des maires communistes à Chantex. Voilà. Et donc, ben, ça va continuer, on espère. Voilà. Je voudrais d'abord, avant de démarrer directement dans le sujet de l'ordonnance elle-même, que Bernard nous fasse un petit rappel des conditions dans lesquelles cette ordonnance a été votée. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oh là là, on a des dettes, on est en situation difficile, etc., etc. Et dites donc, en 1944 et en 1945, on n'était pas dans une situation difficile. Hein. Donc, si certains ont besoin de solutions ou de remèdes, historiquement, on peut leur en donner. Hein, parce que là, franchement, voilà. Alors, avant de parler directement de l'ordonnance, Bernard va vous dresser un petit tableau, en quelque sorte, de la situation au moment où cette ordonnance a été votée. Merci, Madame la Présidente. Je suis président. Alors, j'ai mon président, mes 2 co-présidents, là, qui sont... Pourquoi sont-ils Jean Bournazel et Roger Bouillaguet, qui sont mes co-présidents du comité intercommunal. Je remercie les élus de Chantex, de La Grolière, de Fabar, je crois, on n'a pas d'autres. Et je remercie évidemment le Mouvement de la Paix, les associations, Janine qui représente la convergence des services publics et qui a bien d'autres étiquettes aussi, la Fédération des retraités de la fonction publique dont je suis aussi. Enfin voilà, tous ceux qui sont là à titre personnel et à titre de Marie-Amélie qui représente la CGT aussi. Voilà. Bon, moi je vais prendre le micro parce que je ne peux pas trop pousser ma voix. Il se trouve que j'avais préparé pour notre petit journal départemental un petit article qui est destiné à contextualiser ces faits historiques de la Libération. On a eu tellement de déboires avec les journalistes, avec la presse, sur le fait que les faits historiques étaient instrumentalisés et décontextualisés avec la vision d'aujourd'hui que moi j'éprouve le besoin d'apporter quelques petites précisions justement sur ce que représente cette situation à l'époque, alors qu'aujourd'hui on nous dit qu'on n'a pas les moyens de maintenir la protection sociale telle qu'elle était il y a quelques années encore. Alors voilà, donc ça permet de se mettre en perspective par rapport à la situation présente. Donc lorsque le Conseil national de la résistance a publié son programme d'action, les jours heureux, le 15 mars 1944, il s'agit d'abord de libérer le territoire, de le reconstruire, et puis de traduire les volontés et les espoirs de réforme des Français qui ont résisté à l'occupation nazie et au régime collaborateur de Vichy.
En mars 1944, la guerre est loin d'être terminée. La libération complète et le rétablissement de la République n'interviendront que dans plusieurs mois, voire un an plus tard. Et dans quelles conditions ces réformes et la reconstruction du pays vont-elles se mettre en place? Depuis 1940, la France est confrontée à des destructions matérielles et humaines considérables, liées aux opérations militaires allemandes, puis alliées, à la répression menée contre la résistance et aux exigences allemandes de l'armistice du 2 juin 1940, qui sont très largement satisfaites, voire anticipées par le gouvernement de Pétain. Alors, je vais rappeler d'abord ce qu'a été assez vite fait le bilan humain, et puis le bilan matériel, et puis les conditions immédiates de la reconstruction par rapport aux nouvelles lois et donc au texte dont il va être question ensuite. Alors, d'abord, le bilan humain, la question est dramatique, les combats terrestres de la Wehrmacht, les bombardements aériens, pendant la campagne de France, en mai-juin 1940, ont coûté la vie à près de 60 000 soldats. On a décompté plus de 120 000 blessés et 1 850 000 prisonniers qui sont dirigés vers les stalags, les oflags allemands, où beaucoup sont utilisés comme main-d'œuvre. 20 000 résistants seront tués au combat, 30 000 fusillés et 60 000 déportés, dont près de la moitié ne sont pas revenus. Pour répondre aux exigences croissantes de main-d'œuvre depuis 1940 et jusqu'à 1944, la propagande allemande va recruter près de 100 000 travailleurs français destinés à remplacer les pertes humaines de la Wehrmacht, notamment sur le front de l'Est. Et dans ce but, en vertu de la politique de collaboration, le régime de Vichy a instauré la relève en juin 1942. 3 ouvriers qualifiés devaient partir pour l'Allemagne contre le retour de soldats prisonniers. Bon, c'était une vaste supercherie. On n'en a pas vu revenir beaucoup. Celle-ci donc devient obligatoire en septembre, mais comme elle ne rencontre pas le succès escompté, elle est remplacée en février 1943 par le service du travail obligatoire, le STO. Alors si on fait le compte, ces mesures mobiliseront de l'ordre de 650 000 travailleurs, 650 000 quand même, dont 26 000 ne sont pas revenus. Et tout ceci au service de l'Allemagne. Et malgré le nombre important de réfractaires qui sont passés à la résistance. Enfin, ce sont plusieurs dizaines de milliers de civils tués lors des bombardements de la Luftwaffe d'abord, des Allemands, et puis des Alliés, comme en Normandie, à Royan, au moment de la libération. Alors, ce sont aussi des drames familiaux, des forces vives soustraites à l'économie française, des victimes qu'il va falloir prendre en charge au retour des camps. En 1944, la libération progressive du territoire révèle non seulement les dommages aux biens liés aux hostilités, mais aussi les dommages aux personnes. La population civile est meurtrie. On découvre les drames de Radon-sur-Glane, de Tulle et les autres perpétrés par les SS. Elle est rationnée, elle est appauvrie. La mortalité infantile dépasse 100 pour 1000 dans certaines régions. Et puis, les cartes de rationnement vont perdurer jusqu'en 1949. Voilà, on peut résumer ce bilan humain. Alors, la destruction matérielle du territoire, elle fait suite aux attaques allemandes de la bataille de France, qui ont ravagé les villes du Nord, qui ont détruit l'essentiel de l'armement français, puis au bombardement aérien des Alliés, qui anéantissent principalement, à partir de 1943, partiellement ou totalement, les ports, sur la Manche en particulier, de nombreuses agglomérations et les réseaux de communication, et donc particulièrement le réseau ferroviaire, touché lui aussi par les actions de la résistance qui entravaient les déplacements allemands. Les combats urbains de la libération participent aux destructions. Le patrimoine immobilier est durement touché, ce qui déclenche une crise du logement à la sortie de la guerre.
Dès la fin du conflit, la reconstruction va s'amorcer, mais avec quels moyens? Alors la France a dû supporter le poids de l'occupation allemande, qui a été fixée par la Convention d'armistice du 22 juin 1940 à un versement de 400 millions de francs par jour, puis de 500 millions à partir de novembre 1942, avec l'occupation de la zone sud, pour l'entretien de l'armée allemande. Et on ne compte pas les frais de l'occupation italienne. Alors cette somme représenterait aujourd'hui une somme de plus de 75 millions d'euros par jour, soit le budget annuel cumulé de l'éducation nationale et de la police en 2024. Voilà les ressources qui, tous les jours, devaient être versées à l'Allemagne. Donc, la commission du coût de l'occupation, créée en octobre 1944, évalue le coût de la guerre et de l'occupation pour la France à 4 896 milliards de francs, valeur de 1945. Alors, sont compris, je ne vais pas tout vous citer, mais sont compris là-dedans les destructions allemandes ou alliées de toutes sortes, le pillage des ressources, des biens de consommation, grâce au taux surévalué du Reichsmark, des spoliations, les réquisitions des machines les plus modernes qui ont été transportées en Allemagne, les chevaux, les prélèvements de près de 30% de la production de charbon, 74% du minerai de fer, 50% de la bauxite, les prélèvements également de 21% de la viande, 13% du blé, le lait, le beurre, etc., autres denrées alimentaires transférées en Allemagne avec l'aide de l'administration française. Les actions de la résistance n'ont pu soustraire qu'une petite partie de ces biens aux réquisitions. La raréfaction des biens a développé la pratique du marché noir, accentuant les difficultés des plus démunis, notamment dans les villes. Le ravitaillement des populations est donc une tâche urgente à laquelle va s'attacher le gouvernement provisoire avec les efforts d'une paysannerie française affaiblie où les femmes ont dû faire face à la forte diminution de la main-d'œuvre masculine. Alors, on va s'approcher de notre sujet. La reconstruction, à l'été 1945, l'industrie française doit convertir une production de guerre dans le cadre d'une économie de paix, alors qu'elle s'est considérablement appauvrie pendant le conflit. Elle apparaît donc comme une priorité nationale et mobilise l'ensemble du corps social. Vous avez peut-être vu les campagnes d'affiches où on faisait appel à se retrousser les manches, à verser de l'argent pour les emprunts. Donc elle avance rapidement et connaît une progression spectaculaire jusqu'en 1947 grâce à la mobilisation syndicale et la détermination des ouvriers. Malheureusement, elle ne peut pas compter sur les réparations allemandes de la Commission interalliée des réparations qui s'est tenue à Moscou, qui a déterminé en nature un montant global de 20 milliards de dollars, ne réservant qu'une part marginale à la France. Alors notre pays a eu droit à des prélèvements, je cite entre guillemets, sur l'outillage industriel et les navires, et sur les avoirs allemands et les réparations fournies sur la production allemande courante. C'est tout. Alors malgré tout, le gouvernement provisoire de la République française, du général de Gaulle, s'appuyant dès novembre 1944 sur un emprunt d'État qui va lever plus de 164 milliards de francs, ainsi que diverses souscriptions, s'efforce de réaliser le programme du CNR. Les chantiers qui s'engagent concernent en partie la réhabilitation des structures industrielles et de transport, et ils sont mis en place à partir de décembre 1944, c'est-à-dire la nationalisation des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, des usines Renault et des transports aériens. Et le gouvernement doit s'appliquer en même temps à procurer aux Français du travail, les soins dont ils ont le plus grand besoin, à verser leurs pensions aux victimes de guerre, et il essaie d'enrayer les pénuries et le dénuement. Les réformes à venir se négocient grâce à un travail commun entre les syndicats, les salariés, ceux-là ils n'ont pas trahi,
Et les patronaux, il n'y avait pas grand-chose comme syndicat patronal. Hein. Ils avaient été dissous par Pétain, même si certains avaient quand même collaboré. Et donc il y a eu, en 1944, la mise en place d'une commission de représentation patronale par le CNR qui a permis d'avoir un interlocuteur de ce côté-là. Le général de Gaulle avait dit qu'il ne les avait pas beaucoup vus à Londres. Et donc elles aboutissent à la publication des ordonnances de 1945. J'en cite 4 simplement. Le 22 février 1945 sont institués les comités d'entreprise qui permettent une représentation salariale à l'intérieur des entreprises de plus de 100 salariés. Le système de couverture des risques sociaux qui est adopté par les ordonnances d'octobre, celle du 4 octobre dont il va être question maintenant. L'ordonnance du 18 octobre 1945 qui prévoit la création d'un commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives consacré au développement de l'énergie nucléaire. La loi du 2 décembre 1945 qui prévoit la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques, ainsi que l'organisation du crédit. Et d'autres suivront en 1946. Donc, malgré le défi considérable qu'elle représente pour une France exsangue, ces mesures vont constituer, jusqu'à nos jours, le socle du modèle avancé de protection sociale français. Des lois ultérieures vont le faire évoluer vers une privatisation progressive des services publics, détricotant la lettre et l'esprit du CNR, comme celui de la Constitution de 1946, dont le préambule mériterait une lecture attentive pour éveiller les consciences, aujourd'hui, face à la situation économique, sociale et politique de notre pays. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient pour m'avoir écouté. Bien, alors, comme Bernard vient de le dire, la situation était catastrophique. Il n'empêche que cette ordonnance donc, du 4 octobre 1945 va mettre en place la sécurité sociale, la fameuse sécurité sociale qui fait partie de notre vie aujourd'hui, de notre vie de citoyen et même de notre identité de citoyen français. C'est bien plus, si vous voulez, que simplement une ordonnance, parce que en tant que citoyen français, dans le système dans lequel nous vivons, c'est la base en quelque sorte de notre vivre ensemble pour vivre bien selon donc ce qu'avait défini le CNR pour donc les citoyens français. Avant la sécurité sociale, de tout temps, les hommes ont essayé de se protéger contre la maladie, les épidémies, etc. Et finalement, c'était jusqu'au XIXe siècle la charité et l'entraide. Hein, c'était un peu ça. Voilà. C'était les seuls moyens, en quelque sorte, de faire face à la maladie, au malheur qui survenait dans un décès. Avec la révolution industrielle et les conditions déplorables de centaines de travailleurs dans les mêmes secteurs, au même endroit, il est apparu évident pour ceux qui se retrouvaient là qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de mettre en place une sécurité collective, des assurances sociales collectives. Les premières caisses de secours ont été des caisses de secours mutuelles, et ça s'est vu par exemple chez les ouvriers allemands, ça s'est vu aussi aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, parce que, et très vite, face à ces organisations ouvrières naissantes d'organisations de secours mutuels, des organisations patronales se sont mises en place. C'est ce qu'on a appelé le paternalisme social. Le patronat a créé des cercles d'entreprise, d'entraide. Ne parlons pas des dames patronesses qui, voilà, rappelez-vous dans Zola, par exemple, qui aussi portaient secours, voilà, entre guillemets. Bon, c'est ce qu'on appelait la providence patronale. Et un exemple typique de la providence patronale, chez Schneider au Creusot, c'était
On avait une assurance pour la maternité ou pour l'absence de la personne qui travaillait à la naissance, lors d'une naissance. Ensuite, il y avait quelques assurances pour les accidents, à condition d'être assuré chez Schneider, bien sûr. On naissait, on vivait, on travaillait, et on mourait chez Schneider qui faisait les obsèques, etc. Mais on a connu ça chez Michelin. Hein. Mon frère, qui a travaillé chez Michelin toute sa vie, disait il y en a encore qui naissent au milieu du XXe, même après, qui naissent, qui vivent, qui travaillent chez Michelin et qui meurent aussi chez Michelin. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelait donc la providence patronale. Bon. En France, quand même, à la fin du XIXe siècle, l'État a obligé les entreprises à prendre des assurances privées pour couvrir les accidents du travail, parce qu'ils étaient nombreux et catastrophiques. Donc, c'était peut-être pas tellement pour l'intérêt des ouvriers dans certains cas, mais c'était surtout parce que quand il y avait un nombre d'ouvriers blessés à des postes, ben, évidemment, l'entreprise en pâtissait aussi. En Allemagne, au XIXe siècle, s'était créé un système donc, aussi de secours mutuels, de caisses de secours mutuels organisées par les ouvriers, qui était assez avancé. Mais c'est en Angleterre donc, que William Beveridge, et je le cite parce que Ambroise Croizat l'avait parfaitement étudié avant de mettre en place sa sécurité sociale, notre sécurité sociale. Ambroise Croizat donc, avait lu ce travail réalisé par William Beveridge qui disait qu'il fallait une sécurité sociale universelle, couvrant les différents risques, parce qu'il fallait éliminer l'indigence qu'il considérait comme un scandale dans les sociétés modernes. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'idée de sécurité sociale universelle, elle était là, elle était bien là. Bon. J'ai dit tout à l'heure, Ambroise Croizat s'en inspira, sans l'adopter quand même, on verrait pourquoi. Donc, avant 1945, en France, l'assurance sociale était fondée globalement sur la loi de 1930, qui ébauchait un petit peu ce que devait être la sécurité sociale. Mais cette loi, donc, avait donné à la mutualité française la gestion des caisses. C'était la mutualité française qui gérait les caisses, sans une uniformité, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y avait de grosses inégalités en fonction si on était salarié, ouvrier, etc., si on avait d'autres activités professionnelles. Et il y avait de très grandes inégalités qui persistaient, donc les caisses n'étaient pas du tout sous la responsabilité des assurés. Donc, c'est par l'ordonnance du 4 octobre qu'on devait en finir avec cette situation d'inégalité dans les assurances sociales. Alors, c'était le Conseil national de la résistance, comme l'a dit Bernard sous l'intitulé des Jours heureux, qui avait fixé le 15 mars 1944 dans son programme, je cite, qu'il fallait un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec une gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Le programme du CNR, d'ailleurs, fut très rapidement connu à Alger, puisqu'à ce moment-là, le gouvernement provisoire était à Alger, et le comité de libération, national, ce n'était pas encore le gouvernement provisoire. Et donc, ce gouvernement provisoire ne sera établi qu'en juin 1944. Et donc, il a été tout de suite très bien accueilli, finalement, par Alger, par le gouvernement, ce qui deviendra le gouvernement provisoire. Le programme donc, du CNR, que De Gaulle avait bien entendu accepté, et c'est là où Bernard a fait allusion à ce que disait De Gaulle tout à l'heure, finalement, ce sont les travailleurs ont résisté et les patrons, l'élite a trahi. Voilà. Donc, oui, De Gaulle avait dit carrément l'élite a trahi. Et donc, cette proposition donc, de mise en place d'un plan de sécurité sociale complet a été très bien accueillie. Et donc, c'est le 4 octobre 1945 que l'ordonnance créant le régime général de la sécurité sociale sera promulgué par le gouvernement provisoire.
De Gaulle l'avait pas signé, il était en URSS. Voilà, mais il n'empêche qu'il a été bien signé par tous les représentants du gouvernement provisoire. Alors, le rôle d'Ambroise Croizat dans la promulgation de l'ordonnance est incontestable. À ce moment-là, il n'était pas ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il était par contre président de la Commission du Travail et des Affaires sociales. Il était aussi responsable de la CGT réunifiée, ce qui lui, bien entendu, lui apportait un soutien considérable de tous les travailleurs qui l'entouraient, et sur lesquels d'ailleurs il s'est beaucoup appuyé pour organiser la sécurité sociale. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, il a été très influent dans la mise en place donc, de ce qui était l'idée de l'ordonnance du régime général. Quelques mois après, il a relaté ce moment absolument historique en disant « L'ordonnance du 4 octobre, à laquelle, à juste titre, est associé le nom d'un ami qui nous est commun à tous, Alexandre Parodi, qui était alors le ministre du Travail et de la Sécurité sociale lorsque l'ordonnance a été votée, a été le produit d'une année de travail au cours de laquelle des fonctionnaires, des représentants de tous les groupements et de toutes les organisations intéressées, des membres de l'Assemblée consultative provisoire, dont certains font partie de la présente Assemblée, ont associé leurs efforts pour élaborer un texte que le gouvernement a consacré conformément à l'avis exprimé par 194 voix contre une à l'Assemblée consultative. Donc, vous voyez, quelques mois après, il était encore dans cette, comment dirais-je, cette espèce de... Pour lui, quand on lit ce qu'il a dit et ce qu'il a pensé après, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Et ce n'était pas seulement son œuvre, vous verrez, enfin, il ne le revendiquait pas comme étant son œuvre, au contraire, puisque finalement, il associe tous ceux qui ont travaillé avec lui, évidemment. Bon, il avait évidemment le soutien du CNR, des membres du CNR. Le premier, je parlais tout à l'heure de notre premier président de l'ANAC, Pierre Villon, et d'autres qui ont signé, Georges Bidault, qui avait signé aussi en priorité ce texte. Il savait qu'il était très soutenu par l'ensemble d'une classe politique, essentiellement le Parti communiste, le Parti socialiste, des radicaux. Il y avait aussi, bien entendu, des oppositions. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors, cette ordonnance a été complétée par celle du 19 octobre, dont on parle moins parce que les bases étaient posées, mais tout de même, celle du 19 octobre 1945 inscrit les véritables objectifs de la sécurité sociale autour d'une organisation unique, d'une cotisation unique de solidarité et de la gestion des caisses par les assurés eux-mêmes et en particulier par la démocratie et l'élection des conseils d'administration des caisses. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire les assurés qui élisent leurs représentants, ceux qui vont gérer leurs caisses. Voilà. Alors Ambroise Croizat, donc devenu ministre du Travail fin 1945, après les élections d'octobre 1945 pour l'Assemblée constituante, qui vont donner près de 27% des voix au Parti communiste, 20 et quelques au Parti socialiste, etc. Donc une grande majorité de gens qui soutiennent l'œuvre d'Ambroise Croizat. Donc, eh bien, il va déployer une énergie considérable pour donc mettre en place la sécurité sociale. Il était aidé par Pierre Larocque, qui était un haut fonctionnaire d'État, membre du Conseil d'État, et qui d'ailleurs était dans le, entre guillemets, qui s'occupait, entre guillemets, de la sécurité sociale avant même
1939, puisqu'il était haut fonctionnaire d'État responsable donc aux assurances sociales. Depuis, et il avait participé même à la loi de 1930. Donc, Ambroise Croizat, donc aidé de Pierre Laroque, et puis surtout aidé sur le terrain par des militants actifs qui vont se dépenser sans compter pour assurer la réussite de leur sécurité sociale, notamment les responsables de la CGT, des responsables départementaux, qui vont être à l'origine de tout un travail, comment dirais-je, volontaire, de volontariat qui va être fait pour mettre en place des réunions, pour trouver, donc, dans les entreprises, aller au plus près des assurés sociaux, aller au plus près des employeurs, pour établir les caisses primaires, parce que c'est pas rien, hein, établir les caisses, il fallait donc, bien entendu, les caisses primaires, les caisses régionales, et la caisse de sécurité sociale, il fallait tout créer, tout était à faire. Hein. Et donc ça reposait aussi sur toute cette volonté des travailleurs de mettre en place ce système social. Parce que on va passer de, alors je ne me rappelle plus combien il y avait de caisses, alors il y avait, avant donc la loi, 1093 caisses d'assurance. 1093 caisses d'assurance, hein, je n'ai pas dit d'assurance sociale. Il fallait passer à 113 caisses. Donc vous imaginez le travail qu'il a fallu faire sur le terrain pour répondre tout ça. Voilà. Donc, eh bien, Ambroise Croizat va déployer une énergie considérable pour y parvenir. Et donc, j'ai dit aussi avec sur place un travail considérable. Donc, en lien avec les comités d'entreprise, puisque je vous rappelle que les comités d'entreprise avaient été créés, et dans les entreprises, évidemment, ça va faciliter le travail. L'intérêt, enfin, Ambroise Croizat voulait surtout refuser l'étatisation, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que la sécurité sociale soit une affaire d'État. Il fallait qu'elle appartienne aux assurés. Voilà. Et c'était donc par le biais de cette mise en place des caisses et de la gestion des caisses qu'il pouvait y parvenir. Parce qu'il ne voulait pas d'un assistanat social. Voilà. Il estimait que, dans la mesure où c'était les assurés qui créaient leur caisse par leur cotisation, eh bien, finalement, ça leur revenait automatiquement, et donc ils en étaient dépositaires, en quelque sorte. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il avait lu attentivement Beveridge, c'est aussi parce que si l'anglais voulait une sécurité sociale universelle, il voulait aussi, l'anglais, comment dirais-je, financer les caisses par l'impôt, par un impôt. Et ça, Ambroise Croizat n'en voulait pas. Donc le système des cotisations en France a été ce que les Anglais finalement pouvaient trouver comme un système par l'impôt. Et puis il fallait adopter bien sûr une caisse unique pour sortir des affinités anciennes où on était, si on était employé de commerce, salarié du commerce, on ne pouvait pas être, etc. Alors ça, au début, il y a un syndicat, la CFTC, qui le refusait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas d'une caisse unique. Puis finalement, la CFTC s'est rangée à la majorité et a vu que ça ne prenait pas. Bon. Et donc, on peut dire en quelque sorte que cette volonté d'en faire la propriété des assurés eux-mêmes, ça a été quelque chose de fondamental. Voilà. C'est-à-dire qu'après, ça a été finalement, une fois que ça a été acté, c'était impossible de revenir derrière parce que du coup ça a été accepté par les travailleurs avec tellement d'enthousiasme que finalement ça leur appartenait, c'était leur affaire. Bon. Il avait déclaré d'ailleurs, Ambroise Croizat, un jour où sans doute on devait lui dire que peut-être par décret ou par loi on convaincrait mieux. La sécurité sociale n'est pas une affaire de loi et de décret.
elle implique une action sur le terrain, dans la cité, dans les entreprises. C'est-à-dire, c'est l'affaire de tous sur le terrain. C'est l'affaire de ceux qui se la construisent. Voilà. Elle leur appartient. Et cependant, par toute une série de décrets et de lois, notamment pour couvrir les différents risques, que ce soit relatif à l'assurance maladie, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, la retraite, les allocations familiales et la maternité, finalement, il a bien fallu légiférer. Voilà. Et l'aboutissement de tout ce travail, donc depuis octobre jusqu'à la loi du 22 mai 1946, finalement, eh bien, ça a été cette fameuse loi qui portait généralisation de la sécurité sociale et qui a été votée à l'Assemblée constituante de façon unanime. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que cette loi a été votée, on y était parfaitement. Croizat et Larocque voulaient aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils voulaient que la sécurité sociale devienne universelle, qu'elle s'applique automatiquement à tous les salariés, qu'elle s'applique aussi aux artisans, aux commerçants, aux professions agricoles, etc. Sauf que là, il y a eu une sorte d'opposition formelle, notamment de la part des commerçants, des artisans, même d'une certaine partie du monde agricole. Et donc, immédiatement en 1946, elle n'est pas devenue universelle. Cependant, il y avait, puis elle a rencontré l'opposition de certaines professions libérales, les médecins libéraux par exemple, voilà, j'ai évoqué donc d'autres professions. Mais l'article 29 prévoyait que ces professions-là, déjà organisées, pourraient garder provisoirement leur réglementation autour de leur caisse avant d'entrer dans une sécurité sociale universelle. Voilà. Donc, vous le voyez, tous ces acteurs courageux, ces réalisateurs d'une œuvre sociale sans précédent, donc avec une sécurité sociale qui appartenait effectivement aux assurés sociaux. Et c'était bien l'objectif d'Ambroise Croizat, qui avait déclaré « Le plan de sécurité sociale est une réforme d'une trop grande ampleur, d'une trop grande importance pour la population de notre pays, pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive. Cette sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et toutes les Françaises, sans considération politique, philosophique et religieuse. C'est la terrible crise que notre pays subit depuis plusieurs générations qui leur impose ce plan national et cohérent de sécurité. » Quand on a dit ça, on a tout dit. Voilà, c'est l'affaire de tout le monde. Et ça, effectivement, on a du mal à réaliser ce que ça représente. Et on n'enseigne pas vraiment l'histoire sociale. Pas plus qu'on a enseigné l'histoire sociale au XIXe siècle, ce qui fait que finalement, moi j'ai un petit-fils qui a découvert l'histoire sociale, heureusement, au XIXe siècle, heureusement à l'université, à travers comment dirais-je, des petits morceaux d'activités qu'il a pu faire dans différents sujets. Mais s'il n'avait pas appris tel sujet, il aurait pu en prendre tel autre, et l'histoire sociale du 19e, voilà. Et donc, c'est d'une importance capitale. Moi, j'ai enseigné les institutions publiques en histoire, et encore, quand on nous les donnait en histoire, c'était bien. Quand on nous donnait une prof d'économie, je regrette, c'était pas toujours fait avec une arrière-pensée d'enseignement d'histoire. Mais on essayait de leur faire comprendre que la sécurité sociale, ça n'avait pas toujours existé, telle qu'ils la connaissaient. Et c'était très compliqué, parce qu'on a l'impression qu'on l'a toujours eu et que voilà. Eh bien, donc, c'est vous dire donc si cette sécurité sociale nous tient à cœur tous. Et je voudrais finir par quelque chose qui n'est pas très réjouissant, mais vous allez voir pourquoi je termine là-dessus. Parce que nous le savons tous, n'est-ce pas,
les attaques en règle n'ont pas cessé. Elles ont commencé d'ailleurs rapidement, assez rapidement. Et elles se sont multipliées contre ce bien commun précieux. Et je voudrais vous citer ici, en résumé, cette guerre qui est menée contre la sécurité sociale. En 2007, tu l'avais peut-être noté aussi. Voilà, tu voulais nous dire. Un patron du MEDEF, je n'ai pas résisté au plaisir, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on nous parle de Sarkozy. Un patron du MEDEF, assureur privé de son État, il faut quand même savoir qui c'était, Denis Kessler, déclarait dans la revue Challenge, en s'adressant à Nicolas Sarkozy, alors président de la République, en lui donnant en quelque sorte des solutions, le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est temps de le réformer. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Et M. Sarkozy l'a entendu. Voilà. Janine. Voilà. Donc voilà rapidement brossé l'historique de ce qu'était la sécurité sociale. Moi je voudrais juste vous... j'avais invité ici, donc dans notre petite commune de Chantex, Bernard Lamiran. Bernard Lamiran a été pendant longtemps le président du comité d'honneur Ambroise Croizat. Bernard Lamiran, c'était un militant syndical, un responsable de la CGT. Il a été élu aussi. Et c'est un homme qui a beaucoup travaillé sur donc, cette ordonnance. D'ailleurs, je me suis inspirée de tout le travail qu'il avait fait pour vous présenter un rapide résumé. Et Bernard Lamiran donc, avait été lié à la famille d'Ambroise Croizat et à son petit-fils. Et son petit-fils a dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur cet homme. Il a dit que c'était un homme qui était marqué politiquement. Il était communiste, il a été ministre du Travail, bon, c'est tout à son honneur. Il a été contesté un petit peu au début de la guerre, ça c'est l'histoire. Mais son petit-fils disait, c'était un homme donc qui, malgré le fait qu'il soit marqué politiquement, était reconnu comme un homme d'une très grande valeur, aussi bien par la droite que par la gauche. Et il disait quelque chose qui m'a, je ne sais pas pourquoi, mais quand je lis ce qu'a fait Ambroise Croizat, ça me faisait penser à Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai eu le bonheur de trouver, donc, dans ce qu'avait dit le petit-fils d'Ambroise Croizat, il a mis en place un contrat social tel que l'avait défini quelque part Jean-Jacques Rousseau. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ça finalement. C'est cet homme-là, il a eu cette capacité à un moment donné, il n'était pas seul. Hein. J'ai cité Larocque, qui a beaucoup travaillé comme un haut fonctionnaire de l'État, qui a été tout le temps là hein, pour l'aider à mettre en place, et puis tous les gens sur le terrain. Mais réellement, il nous a laissé un contrat social digne de Jean-Jacques Rousseau. Bon, voilà ce que juste j'avais à dire. Donc, Janine, maintenant, a la lourde tâche de nous dire, malheureusement... Janine, qui a mené une vie de combat syndical extraordinaire pour l'éducation nationale, à qui nous vouons véritablement une reconnaissance incroyable, hein, tous les Corréziens et au-delà devraient le savoir. Janine qui représente ici donc la conversion. Merci d'abord Odile pour ton exposé sur
sur les ordonnances de 45. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, la Convention nationale des collectifs de défense et de développement des services publics s'est forcément intéressée à la question de la sécurité sociale. Et pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il est nécessaire d'en comprendre l'histoire, parce que l'historique éclaire complètement ce qui s'est passé depuis ces fameuses ordonnances. Tout ce qu'a dit Odile, là, vous allez en comprendre la portée au fur et à mesure des attaques qui se sont produites. Alors, je ne vais pas revenir là sur la création, elle a parfaitement situé ces ordonnances. Simplement un mot quand même pour dire que il y a une remise en cause effectivement du travail qui a été faite par Ambroise Croizat, ne serait-ce qu'il y a 3 semaines, un mois, dans le Figaro, est apparu un article disant qu'en fait non, Ambroise Croizat il était pour rien, puisque les ordonnances il n'était pas ministre du Travail au moment... Comment? Le JDD aussi, oui. Il n'était pas ministre du Travail au moment des ordonnances du 4 octobre 1945. Et le petit-fils de Ambroise Croizat, Pierre Caillot-Croizat, qui est très actif pour défendre la mémoire de son grand-père et surtout son œuvre, a effectivement répondu sur la réalité de ce qui était, que je rappelais un peu dans la diapo là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord le CNR qui avait travaillé dessus, puis qui avait eu un projet d'ordonnance qui avait organisé la sécurité sociale et qui avait été présenté par un autre communiste qui s'appelait Georges Buisson, oui, au nom de la commission sociale de l'Assemblée nationale, commission qui était présidée par Ambroise Croizat. Voilà. Donc il était quand même très actif à ce moment-là, même s'il n'était pas ministre du Travail. Donc, je peux ajouter un petit bien sûr. qui parle de ça. Dans le mouvement mutualiste, je suis mutualiste à la Mutuelle Générale des Finances, et à une formation sur la création de la sécurité sociale, on a dit que c'était Pierre Laroque. Oui, c'est ça. Complètement. Alors là, j'ai réagi, et alors évidemment, l'exposant me faisait la gueule, mais moi je m'en fous, j'ai quand même rétabli. Effectivement, Pierre Laroque a fait des choses, mais c'était sous l'égide quand même d'Ambroise Croizat. Absolument. Et oui, il y avait Buisson et Reynaud. Oui, oui. Et donc ce projet, il avait été adopté, comme l'a dit, par 194 voix, une voix contre et 84 abstentions. Alors c'est vrai que Pierre Laroque a eu un rôle, et il est quand même assez sidérant aussi de voir qu'à l'École nationale supérieure à Saint-Étienne, où on était allé pour les 75 ans de la sécurité sociale, il y a un amphithéâtre qui porte le nom de Pierre Laroque. Le nom de Pierre Croizat ne figure nulle part. Nulle part. Donc il y a une récupération qui est assez extraordinaire, alors que Pierre Laroque, effectivement, a joué un grand rôle. Et je pense qu'il a été loyal après dans la mise en application auprès d'Ambroise Croizat. Il l'a bien soutenu dans la mise en place qui n'a pas été facile. Dans les rouages de l'État, effectivement. Voilà, c'est ça, puisqu'il avait la charge de la sécurité sociale. Et il a été loyal vis-à-vis d'Ambroise Croizat, mais tout le travail politique, au sens large du terme, il a bien été mené, et fait, surtout par Ambroise Croizat, aidé par d'autres personnes, donc comme Robert Buisson ou d'autres. Et c'est quand même lui qui a fait le gros du travail, qu'il ait eu le titre de ministre du Travail ou pas à l'époque. Alors pour en finir avec la création de la sécurité sociale et passer à la suite, je voulais quand même insister sur quelque chose qu'a dit Odile, c'est qu'à l'origine, la division en branches avec le financement différencié n'existait pas. Ce que voulait Ambroise Croizat, c'était vraiment une unicité, avec l'idée que c'était un système unique, obligatoire et solidaire. Chacun connaît sa fameuse phrase, hein, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Voilà, donc... ça, c'était quand même une volonté forte à l'époque d'une division qui ne soit pas en branche, justement, qu'il n'y ait pas de division. Et puis après, il y a eu en 1946 une loi qui portait généralisation de la sécurité sociale. Mais le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs groupes sociaux, professionnels qui se sont opposés à la mise en place d'un seul et unique régime. Et les mutuelles qui ne voulaient pas perdre leurs prérogatives. La compensation de la perte d'autonomie, le chômage, à l'époque, n'était pas inclus non plus. Mais le rapport de force a permis d'obtenir en 1946
une loi instituant ce qui était très très important, l'élection des membres des conseils d'administration. Et à l'époque, les représentants des salariés, ils détenaient les 3/4 des sièges et le patronat 1/4 seulement. À ce moment-là, il n'y avait pas la parité. Non. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film La Sociale, mais on voit effectivement toute la part qu'a pris notamment la CGT, puis quelqu'un qui s'appelait Jean-Fred Frégonara, dans la mise en place de ces caisses et la représentation des salariés qui était considérable. Alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement on y reviendra. Alors ensuite, il y a eu pas mal d'attaques contre la sécurité sociale, la Sécu comme on dit, parce que le patronat n'a jamais accepté ces principes et avec la complicité de certains gouvernements a mené une offensive constante tant sur la gestion que sur le financement de la Sécu. Il y a eu les propos de Kessler, il y en a eu d'autres. Il était évident que le patronat qui se refaisait au fur et à mesure des années, qui se refaisait un peu la cerise, il a voulu reprendre la main, ce qu'il n'avait pas pu faire en 1945. Et son offensive s'est accentuée pour faire reculer la Sécu, pour réduire les budgets, les cotisations sociales, les impôts, les taxes, et faire place au secteur privé de l'assurance. On y reviendra parce que c'est effectivement quelque chose qui gagne du terrain et qui devient extrêmement inquiétant. Sur la santé, avec des budgets insuffisants, les complémentaires santé, on y reviendra aussi, sur les retraites, qui n'est pas au courant de tout ce qui s'est produit, les revalorisations insuffisantes, les fonds de pension, la capitalisation, etc., etc. Alors, quelques étapes quand même qui montrent cette évolution. Déjà, en 1967, il y a eu ce qu'on appelle les ordonnances de Gaulle-Jeanneney, qui ont créé les différentes branches dont n'avait pas voulu Ambroise Croizat au départ. Et puis, qui a réduit la représentativité des salariés. Il y a eu une désignation à parité. On n'était plus à 3/4, 1/4, mais moitié-moitié. Et puis, il y a eu la suppression des élections, qui ont été rétablies en 82, mais qui ont disparu à nouveau en 96. Et maintenant, il n'y a plus d'élection du tout. Donc, il n'y a plus cette possession de la sécurité sociale par les salariés. Et ça, c'est quelque chose qui bafoue la démocratie, qui ne correspond pas du tout à l'esprit de ce qu'était la sécurité sociale initiale. Autre attaque, par un autre bout, en 1995, c'est Alain Juppé, qui a mis en place ce qu'on appelle l'ONDAM. Alors l'ONDAM, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et la loi de financement de la Sécu, ce qu'on appelle le PFLSS, qui a constitué un palier très important vers une étatisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire une mainmise de l'État sur la sécurité sociale, donc une autre façon de déposséder les salariés de leurs biens qui était la sécurité sociale initiale. Ensuite, en 90, autre attaque, au travers de la CSG, la contribution sociale généralisée, et le principe des exonérations de cotisations compensées par le budget de l'État, mis en place par Michel Rocard, et qui ont initié la fiscalisation des ressources de la Sécu. Et ça continue à être des attaques extrêmement lourdes pour la sécurité sociale. Là, je me suis avancée un peu vite. C'est bon. Donc, oui, la Sécu aujourd'hui, elle est divisée donc en différents régimes. Je pense que vous savez, le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux comme celui de la fonction publique. Et puis d'autres, des régimes qui couvrent par exemple l'Opéra de Paris, le Sénat, etc. Alors, le régime général est organisé en branches. Donc, il y a la branche maladie, la branche accident du travail, la branche famille, la branche retraite. Et en août 2020,
ben, il y a eu la création d'une 5e branche sur la perte d'autonomie qui a été contestée par la plupart des organisations syndicales, notamment, on y reviendra aussi. Alors les différentes caisses, je pense que vous les connaissez. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui gère les branches maladie, accidents et maladies du travail, relayées localement par les caisses primaires d'assurance maladie. La CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale, qui gère les prestations familiales, les aides au logement et des minima sociaux, comme le revenu de solidarité active pour le compte des départements. Et la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui gère les retraites. Et ce sont les CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui la gèrent au niveau régional. Alors, on va passer à la gestion du système de santé. Ce n'est pas directement la sécurité sociale, mais c'est quand même extrêmement lié. C'est l'ARS, qui est un véritable bras armé du gouvernement, l'Agence régionale de santé, qui est chargée du pilotage du système de santé. Alors son rôle, c'est un rôle de pilotage du système de santé, donc, que ce soit en termes de priorités à dégager et d'objectifs, d'organisation et de régulation de l'offre de santé, du contrôle et de la qualité des soins, quand il y a des choses, par exemple, qui dysfonctionnent dans un EHPAD. Son rôle devrait être d'y regarder quelquefois un petit peu plus près dans certains EHPAD, ce qu'elle n'a pas toujours fait. De la prévention, de la gestion des situations de crise aussi. Quand il y a des cas de chikungunya, de Covid, etc., son rôle, c'est quand même de gérer un petit peu ces situations de crise. Les budgets alloués à l'hôpital public sont insuffisants, c'est le moins qu'on puisse dire, pour faire face aux besoins. On pourrait parler des problèmes de tarification à l'acte, de la fermeture de services et d'établissements, de maternité. Il faut quand même savoir qu'il y a 34 100 lits hospitaliers qui ont été fermés entre 2017 et 2023. Excusez du peu. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui, par exemple, jusque-là bénéficiaient d'une chambre individuelle quand ils allaient faire des chignos, et puis maintenant, ils se retrouvent à 3 dans une chambre, etc., etc. Il y a vraiment une suppression de lits qui est dramatique. Il y a des EHPAD qui sont de plus en plus déficitaires, en Corrèze ils le sont quasiment tous. Une mortalité infantile dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant est en très très forte progression, à tel point que la France recule au 23e rang dans les pays de l'OCDE, sur 27. Il y a des médecins et des personnels médicaux en nombre très insuffisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Des déserts médicaux de plus en plus prégnants, sans mesure de régulation suffisante pour l'installation. On essaie simplement d'empêcher les médecins de s'installer dans des zones qui sont bien pourvues, mais on ne les oblige pas à aller dans des zones qui ne le sont pas. Et surtout, il y a une formation qui est insuffisante. Il y a eu certes le numerus clausus qui a été élevé, mais il n'y a pas de possibilité d'accueil suffisante dans les hôpitaux pour former suffisamment de médecins, d'infirmières dont on aurait besoin. Et il n'y a pas une volonté politique suffisante aussi pour le faire. Alors, les enjeux actuels. La mise en cause de la Sécu se poursuit aujourd'hui dans le but de la transformer, comme c'est le cas aux États-Unis, en un simple filet de sécurité pour les plus pauvres, largement fiscalisé, et d'ouvrir la voie à l'assurance privée pour celles et ceux qui en auraient les moyens, et à la capitalisation au prix d'une baisse considérable du pouvoir d'achat. Et pour cela, il y a 2 leviers qui sont activés. Il y a la gouvernance et le financement. Et il se focalise notamment sur 3 points. Il y a eu les réformes de retraite, je dis bien les réformes de retraite, la 5e branche sur la perte d'autonomie, et puis la question
du financement et de la dette avec un D majuscule. On nous rebat les oreilles avec le trou, le fameux trou de la Sécu. Alors, la cinquième branche. La cinquième branche, elle a été créée en août 2020 en prélude à une loi sur le grand âge et l'autonomie qui a été sans cesse reportée, tellement reportée qu'on n'a jamais vu le jour. Et bon nombre de partenaires sociaux auraient préféré un cinquième risque intégré dans la branche la branche maladie, car ils voient dans cette nouvelle branche spécifique un cheval de Troie contre la Sécu, dont elle amplifie l'étatisation et qui facilite l'ouverture au privé. Sa gouvernance s'est confiée à la CNSA, c'est-à-dire la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, où les représentants des organisations syndicales de salariés sont largement minoritaires. Donc, on n'a pas notre mot à dire. Alors, son financement devait se faire en grande partie par transfert, d'une part de CSG affecté à la CADES, c'est-à-dire la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Vous voyez que les outils se multiplient pour noyer un petit peu le poisson, étatiser la sécurité sociale et la privatiser, et des différentes branches de la sécurité sociale. Et ont été mis en place des services publics départementaux de l'autonomie. Alors ça, c'est un débat récurrent que j'ai avec le président Coste du conseil départemental, puisque nos organisations syndicales auraient préféré un service public national de l'autonomie, ce qui nous paraîtrait beaucoup plus égalitaire et solidaire que des services publics départementaux. Alors, le service public départemental en Corrèze, il consiste surtout en un guichet unique, un numéro de téléphone qui dispatche sur en fait ce qui existait déjà, c'est-à-dire la MDPH, ce qu'on appelait les ICA, les instances à l'autonomie, et le numéro de téléassistance. Or, c'est vrai qu'il y a eu quelques embauches pour multiplier les personnels au niveau des réponses à donner, mais en fait, ça ne change pas fondamentalement la situation actuelle, et surtout, il n'y a pas de financement à la hauteur de ce qu'il faudrait. Le directeur national de la CNSA est venu récemment, et bon, moi je lui avais posé le problème effectivement de ces différences entre départements. Il m'a dit que ça relevait d'un choix politique qui lui paraissait tout à fait normal. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Si on n'est pas content, on est malhonnête, comme disait M. Coste. Alors, les réformes des retraites. Donc, je l'ai mis au pluriel. C'est peut-être un petit peu petit, mais enfin, je vais revenir dessus parce que ça mérite de s'y attarder. Les ordonnances d'octobre 45, et en particulier celle du 19 octobre, ont posé les premières bases de notre système de répartition. Et l'âge légal du départ en retraite à ce moment-là était de 65 ans. Puis, quelques années après, ont été mis en place l'AGIRC, l'ARCO, les retraites des professions indépendantes, le minimum vieillesse, etc. Je ne vais pas tout vous dire, hein, parce qu'il y a tellement de régimes et de choses qui se sont passées, simplement les grandes lignes. En 1982, François Mitterrand a ramené l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour les assurés justifiant d'une durée de cotisation de 37 ans et demi. L'époque était souriante, donc voilà, on abaisse l'âge de la retraite et la durée de cotisation. En 1993, les réformes Balladur imposent un allongement à 40 ans de la durée de cotisation. Un passage de la prise en compte des 10 meilleures années aux 25 meilleures années dans le privé. Et l'indexation des pensions sur les prix, un tournant qui est quand même extrêmement important. Ce n'était plus indexé, les pensions n'étaient plus indexées sur les salaires, mais sur les prix. En 2003, la réforme Fillon prévoit un allongement de la cotisation à 41 ans. Vous voyez la rapidité à laquelle on a avancé de 37 ans et demi à 41 ans. En 2010,
La loi du 9 novembre met fin au droit de la retraite à 60 ans, âge porté progressivement à 62 ans en 2018. En 2014, la réforme Touraine prévoit un nouvel allongement progressif de la durée d'assurance à 172 trimestres. Et enfin, en 2023, la réforme Macron prévoit un recul progressif de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans pour les générations nées à partir de 68 et une accélération de la durée de cotisation prévue par la réforme Touraine. Et donc c'est cette dernière réforme que conteste très violemment la population et les syndicats, mais sur lequel on n'arrive pour l'instant pas du tout à obtenir son abrogation. Alors il y a quelques petites mesurettes que les gouvernements seraient prêts à négocier sur la pénibilité par exemple, mais ce sont vraiment des mesurettes et ils ne veulent absolument pas entendre parler de l'abrogation de cette réforme. Le financement. Alors en 90, les cotisations sociales représentaient 93% du financement de la Sécu. 93% en 90. En 2019, je n'ai pas de chiffres plus récents, mais c'est déjà intéressant, elle ne représente plus que 50%. Laissant place à un financement par l'impôt, comme la CSG, la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, les taxes et différents transferts. Mais vous voyez déjà la part des cotisations et l'abaissement considérable qu'elle a connu dans le financement de la Sécu. La CSG, qui ne cesse d'augmenter, instaurée en 91 au taux de 1,1%, elle n'a cessé d'augmenter pour en atteindre 9,2%. Quant aux exonérations de cotisations patronales, alors là, elles ont explosé. Une partie compensée par le budget de l'État, ce qui accentue le déficit de l'État, la dette, mais une grande partie n'est pas compensée, ce qui contribue à creuser ce qu'on appelle le fameux trou de la Sécu. Alors, le plan d'austérité. On ne sait pas encore ce que M. Lecornu va nous concocter, mais oui, on en a une petite idée. Le plan d'austérité prévu par François Bayrou, en ce qui concerne la Sécu, il avait annoncé 5 milliards d'économies sur la santé et la Sécu. Alors ça concernait le doublement des franchises médicales, une limitation de la prise en charge des affections longue durée, les ALD, un allongement des délais de carence pour les arrêts maladie, ce qui est dramatique et qui conduit des gens à renoncer à leur maladie, enfin à leur congé maladie, parce que il y a toute une période pendant laquelle, 7 jours éventuellement, pendant lesquels ils ne seraient pas rémunérés. Les attaques contre l'aide médicale d'État, quand même le phénomène, les attaques sur la balnéothérapie qui étaient attribuées aux gens relevant de l'AMD, ça tient du gag. C'est pas la balnéothérapie prescrite aux AMD qui est à l'origine du trou de la Sécu, c'est pas possible. Donc c'était vraiment se foutre de la... Bref. Et puis un Ondam largement inférieur aux besoins. On n'aura toujours pas suffisamment d'argent qui serait indispensable pour les hôpitaux, les EHPAD, etc. Et sans compter des projets de TVA dite sociale, qui est un impôt injuste, plutôt que des cotisations sociales. Alors, un point aussi sur les complémentaires santé. En 2013, l'ANI, l'Accord national interprofessionnel pour les salariés du privé, met en place une participation de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire. Accord qui laisse la main aux employeurs sur le choix de la complémentaire, avec possibilité de privilégier des groupes assurantiels et donc un système lucratif. En 2022, cet accord est transposé dans la fonction publique avec la mise en place progressive de la PSC, protection sociale complémentaire. Donc, il y a quand même un risque évident
que ça acte de nouveaux reculs de la Sécu, qui ne peut qu'être tenté de transférer de plus possible de remboursement de la Sécu vers les complémentaires, d'entraîner des ruptures de solidarité entre actifs et retraités, puisque les retraités ne touchent pas la part employeur et beaucoup plus que la cotisation d'équilibre, et surtout d'augmenter le développement des sociétés d'assurance à but lucratif dans le champ de la santé. Et s'il y a un but lucratif, il est évident que ça va être au détriment de ceux qui cotisent. Alors dans la fonction publique, par exemple, dans l'éducation nationale, c'est NGEN qui a remporté le marché, mais ce n'a pas été le cas dans l'environnement et dans les finances, où c'est une start-up, Alan, qui a remporté le marché. Je peux en parler. Bien sûr. Parce qu'évidemment, ça me touche. C'est que les Alan, donc, Alan, c'est une start-up qui a été choyée par la Macronie. Il faisait partie de ce grand Raoult, là, des grands patrons. Et évidemment, ce sera donc uniquement les salariés, enfin les agents de la fonction publique qui travaillent, qui seront pris par le nouveau système. Et les retraités continueront à être évidemment avec les mutuelles habituelles. Ce qui fait qu'à terme, c'est un massacre de la mutualité avec ses objectifs de solidarité qui existent, avec son réseau aussi de militants, ça c'est important, sur tout le territoire. Alors que cette fameuse société, comment on appelle déjà, tu m'as dit le nom, Alan, il paraît qu'elle cumule des déficits depuis, je ne sais pas combien d'années. Et voilà ce que l'on a pris comme opérateur pour la mutuelle. Alors il y a aussi la direction générale de l'aviation civile, enfin il y a plusieurs ministères. Matignon et l'Assemblée nationale voilà. aussi. Alors, donc c'est un mouvement, à terme ça va liquider la mutualité avec son mode de fonctionnement qui est quand même solidaire. Voilà. Vous vouliez intervenir sur ce sujet? Oui, juste pour dire que moi j'ai été administrateur d'une mutuelle pendant plusieurs années. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis les années 2000, disons, il y a un certain nombre de compagnies d'assurance privées qui envoient des mails publicitaires, qui font de la pub partout en disant notre mutuelle. Or, ce ne sont pas des mutuelles, puisqu'elles ne relèvent pas du code de la mutualité. Et ça, il faut le dire aux gens parce que c'est extrêmement important. Moi, quand je demande, moi j'ai été prospecté téléphoniquement au niveau des... bonjour madame, monsieur, je vais vous dire que nous avons une mutuelle hyper intéressante, etc. Je réponds à la dame, est-ce que vous dépendez du livre 2 ou du livre 3 du code de la mutualité? La nana, écoutez, je vous passe en responsable. Le responsable qui était aussi inculte sur le sujet qu'elle. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien à l'mutuelle, puisqu'ils n'en sont pas. Mais en revanche, ils usurpent l'appellation afin de prospecter les gens. Alors ça, c'est inadmissible. Ça a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux. Hein, et malgré cela, parce que comme les amendes ne sont pas, peut-être même pas, ne correspondent même pas au dixième de ce qu'il gagne par rapport au reste, donc il faudrait que dans des amendes et quelques anecdotes aussi. Hein, parce que, non, mais je le dis ouvertement, parce que moi, en tant que fonctionnaire, si j'avais fait le dixième de ce qu'ils font, j'y serais depuis longtemps en tôle, que je sache. Alors, moi, je ne peux pas admettre ça, parce que c'est une vaste escroquerie. En même temps, il y a une vaste escroquerie par rapport à ça. Et c'est absolument inadmissible. Parce que le livre 2 du Code de la mutualité spécifie que les mutuelles, 1, sont obligées
de reverser les 9 dixièmes des cotisations encaissées à leurs assurés. 2, qu'elles sont obligées d'avoir des fonds de réserve. Des fonds de réserve qui sont à peu près égaux à 2 fois le montant des cotisations annuelles, en moyenne. Ça, c'est une obligation que les compagnies d'assurance privée n'ont pas. Et ensuite, les assurances privées ne font pas non plus l'objet d'instances de contrôle que les mutuelles, auxquelles les mutuelles doivent se soumettre. Autrement dit, les assurances n'ont aucun contrôle, mais en revanche, le vice se sert de la vertu pour faire sa pub. C'est quand même... vous comprenez que je les ai un peu là, quoi. Hein. Voilà. Une anecdote, pardon, excusez-moi. Une anecdote, c'est que le président Macron était venu au congrès de la mutualité en 2018 et depuis, il n'est pas revenu. Bon, donc... Alors, on arrive presque au bout. Débat, cotisation ou fiscalisation. Donc, ce que disait Ambroise Croizat. La sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget des contribuables pour la financer serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières. Alors c'est vrai qu'il y a un débat actuellement sur cotisation et fiscalisation. Alors ce que la Convergence a mis en débat, c'est remettre en cause les exonérations de cotisations qui n'ont pas fait leur preuve de leur efficacité sur l'emploi, apporter des recettes nouvelles, suppression des plafonds de cotisation, cotisation sur les revenus financiers des entreprises, augmenter les rentrées de cotisation par la création d'emplois, l'augmentation des salaires, l'égalité salariale homme-femme, la lutte contre la fraude fiscale. Et notre projet de sécurité sociale du XXIe siècle, alors le 100% sécu, peut-être qu'il y a des mutualistes qui ne seraient pas d'accord, mais c'est vrai que ça nécessiterait, oui, mais je termine et puis vous pourrez intervenir bien sûr, c'est vrai que ça nécessiterait de réfléchir sur le rôle que pourraient conserver les mutuelles ou une intégration des personnels des mutuelles, mais il est évident que ce n'est pas les laisser tomber. Mais c'est vrai que certaines organisations syndicales et l'organisation que je représente plaident pour qu'il y ait ce qu'on appelle un 100% sécu, c'est-à-dire un remboursement à 100% pour la maladie, et l'exigence d'un pôle public du médicament. On estime que les retraites doivent rester un revenu socialisé, issu du travail, avec un régime à prestations définies, basé sur la répartition solidaire, une prise en charge à 100% de la perte d'autonomie, dans le cadre de la sécurité sociale d'une part, du service public d'autre part, sans logique individuelle d'un recours aux assurances privées, un développement de la prévention, qui suppose d'autres politiques publiques de l'alimentation, du logement et de l'environnement. Alors là, nous, on n'a pas tranché à la Convergence en ce qui concerne sécurité sociale de l'alimentation ou service public de l'alimentation. C'est vrai qu'il y a une réflexion à mener à partir des expériences qui se produisent ici ou là pour l'accès à une alimentation saine et équilibrée, notamment en lien avec certaines organisations syndicales agricoles, je dis bien certaines, le logement pareil et l'environnement. Et la prévention. C'est vrai que se développent des actions de prévention. J'ai reçu aujourd'hui la visite de ma factrice qui me parlait d'une initiative qui s'appelle ICOP, en lien avec le conseil départemental, sur des actions de prévention qui consisteraient essentiellement, si j'ai bien compris, à se tester ou à soi-même devant un ordinateur ou en se faisant aider, et après, ils aiguilleraient vers le médecin traitant, d'autres organismes pour des actions de prévention. Je n'en sais pas plus, c'est simplement j'ai eu un petit dépliant qui m'a été porté par la factrice parce que m'a-t-elle dit
comme il y a de moins en moins de courriers, eh bien, pour éviter des suppressions obligatoires, eh bien, on leur donne d'autres tâches, comme le portage des repas, ou visiter les particuliers pour les inciter à utiliser e-com. Bref, c'était une petite parenthèse. Une gestion démocratique, ça c'est fondamental. On souhaiterait évidemment qu'on revienne à une élection des administrateurs, comme c'était le cas au départ. Et enfin, une pérennité des ressources sorties des jeux budgétaires conjoncturels. Alors j'ai terminé par une petite phrase, la Sécu, c'est vital. C'est le nom de la campagne que mène la Convergence et puis plein d'autres organisations syndicales, associatives, mutualistes, etc. pour commémorer ce 80e anniversaire de la sécurité sociale, non pas simplement comme une commémoration, mais comme une illustration effectivement de ce que devrait être la sécurité sociale aujourd'hui. Et nous avons aussi fait circuler une pétition que je vous proposerai tout à l'heure sur la santé, la sécu, c'est vital. Voilà. Juste, je retiens une petite remarque. Il y a quand même un patron des patrons corésiens qui s'appelait Serra, vous vous en souvenez, qui avait dit qu'il était tout à fait d'accord. Il fallait que les gains des actionnaires soient soumis à cotisation. Et oui. Et oui. Voilà. C'est vrai. Apparemment, le MEDEF n'a pas entendu. Par contre, le retour à l'élection des administrateurs, je suis totalement d'accord. Sauf que moi, j'ai siégé à CPAF. Quand on y est et que les autres sont en face et qu'on n'a aucun pouvoir de toute façon, ça n'a aucun intérêt, une élection des administrateurs, si elle n'est pas proportionnelle. Oui. On est d'accord? Au départ, ils étaient 3/4, oui. Voilà, c'est ça. Donc moi, je pense qu'il faudrait y revenir aussi. Nous avons une active, là, et puis, bon, c'est important. C'est important ce que tu dis, répète, parce que c'est important. Oui, mais on a entendu. Oui, on peut pas. Si tout le monde entend, très bien. Derrière, on entend. Et là, vous m'entendez mieux? Je disais que la gestion démocratique, c'est très bien. L'élection des administrateurs, évidemment, mais il faut qu'il y ait une proportionnalité. La parité ne nous fait pas gagner grand-chose. Ambroise Croizat a des raisons, 3/4 et 1/4. C'est ça. Ou la proportionnalité. J'ai toujours été opposé au paritarisme dans le monde du travail, en général. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'il entraîne forcément une surreprésentation patronale. Et qui est fondamentalement antidémocratique, par essence. Par essence et par arithmétique, hein, c'est pas compliqué. Je voudrais revenir sur le côté, sur la prévention. En France, les budgets qui sont consacrés à la prévention au niveau santé sont ridiculement bas parce qu'il existe, je suis désolé de vous le dire, mais il existe un lobby curatif en France qui est d'une puissance inouïe. Notamment les grands industriels de la pharmacie, notamment un certain nombre de périphériques médicaux, etc., etc. Et donc, c'est un truc c'est une usine à gaz qui est extrêmement difficile à combattre. Mais moi, je suis intimement persuadé que, voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles je suis pour le 100% sécu, parce que je pense qu'une très large partie des personnels des mutuelles qu'il faudra bien replacer quelque part, mais moi, je pense justement qu'ils pourraient très bien faire partie des organismes de prévention qui en liaison avec l'éducation nationale, dans les entreprises, etc., à mon avis, serait d'une efficacité bien plus grande que ce qui se fait aujourd'hui. Donc, le 100% sécu, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Parce que pour moi, la protection sociale, ce n'est pas uniquement un acquis social, c'est un enjeu de civilisation. Parce que aujourd'hui, je suis désolé, mais les gens qui sont pour la concurrence sauvage et pour ceci et cela, etc., aujourd'hui,
sont avant tout opposés à ce qui est fondamentalement civilisé. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Hein. Les Donald Trump et Marine Le Pen ne sont pas nés de la pluie non, elles sont nées du néo et ultralibéralisme qui survit dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, et qui les finance. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça que quand je dis que c'est un enjeu de civilisation, il s'agit de savoir. D'ailleurs, il s'agit de savoir si on veut être civilisé ou si on veut redevenir des animaux, comme disait Jean Ferrat. C'est aussi simple que ça. C'est plus compliqué, hein. Mais fondamentalement, c'est ça d'abord. Oui, juste par rapport quand tu parles de néo-capitalisme, je suis désolée, il n'y a pas de néo-capitalisme, du capitalisme. Oui, c'est le... Néolibéralisme. Néolibéralisme, pardon. Oui. On parle de capitalisme. C'est encore... C'est quand même ça qui crée. Mais c'est le vernis politique, ça. Par contre, moi j'avais une question. Il est éteint ? J'avais une question par rapport à la perte d'autonomie. Il me semble, on m'entend pas ? Il me semble que sur la perte d'autonomie, la cotisation... Mais je ne vais pas me... Par rapport à la perte d'autonomie, moi j'avais une question. Il me semble, et je me trompe peut-être, que les cotisations ne sont payées que par les pensionnés. Il me semble que les cotisations, les actifs ne paient pas de cotisations par rapport à ça. Alors je ne sais pas si tu as la réponse. Là, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Franchement, je ne sais pas. Il me semble que c'est que les pensionnés qui cotisent. Et ça, c'est quand même une honte aussi. C'est une honte, c'est-à-dire que c'est les pensionnés qui payent leur propre perte d'autonomie. Il n'y a plus de solidarité. La perte d'autonomie, elle est financée par l'APA. L'APA, c'est le Conseil général qui donne une partie selon vos ressources. Déjà, donc ça table bien le niveau de choix dans l'attribution de cette APA. Moi, je voulais revenir sur les hôpitaux, bien sûr, enseigne hospitalière. Ce qui a complètement déglingué, c'est la T2A, la tarification à l'acte. À savoir que plus un hôpital va faire d'actes, un acte, c'est un acte chirurgical, c'est un acte de radiologie, c'est un acte de biologie, tout est chiffré avec un code. Une petite intervention, mais je dis n'importe quoi, 200 €. Une grosse intervention, c'est 2000 €. Il n'est accordé aux hôpitaux que les subventionnements selon le nombre d'actes, à savoir que la personne âgée, qui, la pauvre, n'a pas besoin d'actes, mais qui doit être présente quand même en charge, elle n'a aucun moyen d'obtenir un financement. C'est pour ça que petit à petit les lits se sont supprimés. Quand on supprime des lits, on supprime du personnel, ça donne des quotas, ainsi de suite, ainsi de suite. On a le bras complètement pris dans l'engrenage. Attends, moi, je voulais parler derrière. Joël. Oui, moi je voulais intervenir sur... Tout à l'heure, vous parliez du petit-fils d'Ambroise Croizat. Nos camarades du Cantal organisent les 4 et 5 octobre ce qu'ils appellent la croisade. Le 5, ce sera une randonnée. Et le 4, il y a l'inauguration d'un rond-point qui est devant la sécurité sociale à Aurillac et qui va porter le nom d'Ambroise Croizat. Et comme tous les ans, moi j'y étais l'an dernier, son petit-fils est là. Donc si vous voulez le rencontrer, c'est quelqu'un d'abordable, que vous pouvez faire le déplacement à Aurillac sur un des 2 jours, parce que je pense qu'il restera les 2 jours. Voilà, c'était juste un peu de plus pour mes camarades du Cantal. Je me suis pas présenté, je m'appelle Joël Combe. Je voulais dire tout à l'heure que nous avons invité donc Bernard Lannéran, qui était le président d'honneur, qui d'ailleurs militait pour qu'Ambroise Croizat soit nommé au Panthéon. C'est pas demain la veille sans doute qu'il va l'obtenir, mais il m'a répondu qu'il aurait été absolument ravi de venir dans une bourgade comme Chantex, voilà, et que donc, mais il est en cure parce que c'est un monsieur qui a 84 ans
Mais il m'a dit que s'il se sentait bien, il reviendrait donc l'année prochaine pour la loi du 22. On le refera venir à Champêtre ou ailleurs. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit. C'est vital. C'est vital et c'est un problème de société et de santé publique. Parce que Janine l'a dit, il y a de plus en plus d'enfants, mortalité infantile, d'enfants morts-nés. J'ai vu, bon, il y a un problème de santé des mères. 100% pour la Sécu, c'est sûr. Parce que les jeunes qui travaillent actuellement avec des petits contrats, hein, qui ont 25 heures par semaine, je peux en parler, j'ai ma petite fille qui travaille dans une association qui s'occupe de personnes âgées et d'enfants, mais elle paie pour aller travailler. Vous m'entendez bien, elle a 28 heures et on ne veut pas lui en donner plus, on préfère employer quelqu'un d'autre à côté. Si elle n'a pas une aide de ses parents et de ses grands-parents, ça sera une jeune fille, une jeune femme qui se nourrit mal, qui paie juste son loyer, etc., etc. C'est catastrophique. Et moi, j'ai de mes anciennes élèves et d'autres qui sont dans cette situation. Donc, imaginez la santé de ces jeunes-là, imaginez donc la santé de ces futures mères. Vous voyez? Parce que là, c'est gravissime. Je veux dire, c'est une jeunesse qui se prépare à un état de santé catastrophique. Moi, je dis à ma petite fille quelquefois, mais mamie, mais nous, d'accord, mais il y a des étudiants, ils mangent mal, mamie. Ils mangent pas, il n'y a rien du tout, ils ne mangent pas de légumes verts, ils ne mangent rien. Voilà. Mon petit-fils me disait, quand il était à Limoges, j'amène un tel manger à la maison, parce que sinon il va au secours populaire. Oui, voilà, et il y en a beaucoup. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est absolument incroyable. On est dans une société qui est en train de sacrifier la santé de sa jeunesse, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est ça. Et donc, effectivement, le 100% Sécu, pour cela, mais pour tous, mais pour cela en particulier, pour ces jeunes-là, c'est indispensable s'ils veulent vieillir. Parce qu'on nous reproche, nous les vieux meurent, d'arriver jusqu'à je ne sais quel âge, peut-être qu'il faudra mourir rapidement pour que ça débarrasse. Mais cela, je vous garantis, la longévité, on va voir. Je vous signale qu'aux États-Unis, par exemple, la longévité, elle a baissé de 5 ans en l'espace de 15 ans. De 15 ans sur les derniers chiffres. Peut-être que ça va s'arranger avec Trump, mais enfin, si on... Bon, parce qu'il n'est pas tout jeune, il faudrait débarrasser le plancher aussi. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me rend malade. Je voulais juste revenir là sur le secteur hospitalier, sur la tarification à l'acte. Il y a aussi le problème des dépassements d'honoraires. Et il faut savoir qu'il y a quand même 40% du secteur hospitalier qui est détenu par 4 groupes. Il y a Ramsay Santé, Exsan, Vivalto, Amalviva. Donc ça, c'est quand même extrêmement gravissime aussi, parce que ça explique aussi tous les problèmes de dépassement d'honoraires et autres. Donc c'est un point quand même qui est très grave. La privatisation de la santé, c'est vraiment un problème majeur. Et juste une petite boutade, là, pour finir, tu parlais de Pierre Caillot-Croizat dans le Cantal le 4. Eh bien oui, on fait avec la Convergence une initiative à Paris le 4. On n'a pas pu bénéficier de sa présence, puisqu'il sera dans le Cantal, donc on a fait une vidéo à la place. Oui, simplement une petite info. Avec mon époux, je fais une cure à Cransac, dans l'Aveyron. Et à Cransac, c'est le seul endroit où il y a une stèle du fondateur de la Sécu. Avec aussi appelé les comités d'entreprise. Une magnifique stèle. Je crois que c'est peut-être unique en France. Notre ami voulait parler. À côté. Oui, bonjour. Alors, Pierre Chastan. Évidemment, je comprends très bien toutes les luttes actuelles sont de la première importance, bien sûr, mais je pense que peut-être que ce serait encore plus important et certainement beaucoup plus efficace de revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est effectivement l'unicité de la presse. Le fait de remettre ensemble toutes les branches
c'est absolument fondamental. C'est comme ça qu'on peut détruire sur le plan matériel la sécurité sociale, simplement en la saucissonnant. C'est comme ça qu'on a réussi à faire croire qu'il y avait un trou de la sécurité sociale alors qu'il n'existe pas. Je précise que, je n'ai pas les chiffres actuels, mais c'est les chiffres juste avant le Covid. Elle n'était pas déficitaire, elle était excédentaire de 20 milliards. Et 19 milliards ont été donnés pour rembourser la dette, s'il vous plaît. C'est effrayant. Alors donc, je pense qu'il faudrait revenir absolument là-dessus. Revenir sur la parité aussi. Il ne faut pas accepter la parité. C'est tout. Il ne faut pas l'accepter. Il faut la détruire, la parité, absolument. Il faut revenir absolument à une gestion ouvrière. Ensuite, pour respecter Croizat jusqu'au bout, il est bien évident que les mutuelles, ce sera comme les radios libres, il est bien évident qu'elles seront prises par les groupes financiers, évidemment. Et donc, la seule solution, c'est de revenir à une unité de la sécurité sociale à 100%, avec suppression, évidemment, du secteur mutuel. Évidemment. Merci bien, je vais faire des annonces. Bonjour à tous, Henri Vacher du mouvement de la paix de la Corrèze. Déjà, je remercie les amis de l'ANACRE pour d'avoir organisé cette soirée et je remercie les intervenants pour la qualité de leur exposé. Juste un mot pour vous dire qu'il y a quelques jours, le 20 septembre, on a inauguré un espace de la paix Ambroise Croizat à Saint-Martial-en-Trek. Donc c'était une première... Pardon, j'ai oublié d'excuser Monsieur Le Chat. Voilà, donc on va excuser Jean-Pierre. Et voilà, juste pour vous dire ça, qu'on ne peut pas, la sécurité sociale, tout ce qui est... peut pas, est un élément fondamental pour la paix, quoi. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice sociale. Et l'apport de nos anciens du Conseil national de la résistance doit être salué pour ce qui a été fait à l'époque, mais comme on l'a dit ce soir, ça doit continuer à être un combat politique. Voilà, aujourd'hui, on fête les 80 ans de cette invention française, mais il faut qu'elle soit pérennisée, renforcée, et étendue de par le monde, quoi, parce qu'on voit bien dans les pays où il n'y a pas la sécurité sociale les dégâts que ça peut causer. Donc effectivement, l'ordonnance va être célébrée les 4 et 5 octobre à Paris, entre autres, mais notamment à Paris. Juste pour vous dire qu'en Corrèze, on va avoir un petit décalage, puisque ce qu'on vous propose, alors à l'initiative du mouvement de la paix, mais pas que, on va être avec... Alors la liste que je vais donner n'est pas encore terminée, donc est encore ouverte. Donc on aura plusieurs associations, syndicats comme la Convergence des services publics, on aura l'R19, on va avoir la CGT, ouais, c'est ça, c'est bon, voilà, et on est d'accord pour faire 2 jours sur 2 jours, les 5 et 6 décembre, des conférences avec Pierre Outéric, qui est un des biographes d'Ambroise Croizat, qui viendra en Corrèze. Donc le 5, ça sera en soirée, ça sera à Brive, à l'espace Jean-Paul Escande. Et le 6, ça sera à Tulle ou aux alentours de Tulle. Donc la salle est en cours de recherche par nos amis de la CGT. Voilà, mais notez ces dates-là parce qu'on va essayer de donner une actualité à la sécurité sociale en Corrèze et qu'on continue à être Corrèze terre de résistance et Corrèze, la Corrèze qui veut garder la sécurité sociale, la développer, l'amplifier. Céline peut vous rappeler qu'il fait partie de la convergence des services publics. Oui, mais disons qu'on a c'est surtout des collectifs locaux, mais on a des membres associés, notamment dans les organisations syndicales. Il y a la FSU, il y a la CGT, il y a Solidaire, il y a des retraités comme ceux de la FGR. Il y a aussi des partis politiques parce que la convergence, elle a voulu se construire sur un trépied.
personnel, usagers, élus. Donc on essaie de regrouper tous ceux qui veulent véritablement défendre les services publics. Je dis véritablement, hein, bien sûr. Donc voilà, il y a des organisations associatives aussi, il y a des mutuelles qui sont membres associés, il y a des collectifs thématiques autour de l'eau, du logement, de l'éducation, voilà. Donc notre but essentiel, c'est de défendre les services publics, et même si la sécurité sociale n'est pas véritablement un service public au sens premier du terme, sa logique relève quand même de l'intérêt général. Donc, dans nos actions, on l'assimile à un service public. Dans la même, pour continuer, je pense que les mots sont très importants, quoi. Quand on parle de sécurité sociale, ou quand on parle de régime général de sécurité sociale, c'est pas la même chose. Sécurité sociale, effectivement, ça correspond aux ordonnances. Régime général, ça correspond à 1946, avec les décrets d'application. Et c'est eux qui ont créé les jours d'évolution. C'est très important. Donc, peut-être que nous, en tant que militants, il faut qu'on fasse attention à notre vocabulaire, d'abord. Et quand on parle de sécu, d'accord, parce que c'est comment dire, je ne sais pas, c'est une espèce d'obélisque là. Mais après, dans le langage ordinaire, il faut sans doute qu'on s'oblige à insister toujours, à parler toujours de régime général de sécurité sociale. Sinon, attention, on se marche dessus. On se marche dessus. Il faut faire très attention à ça. C'est très important parce que ça fonctionne sur l'inconscient collectif. Et donc, c'est comme ça que c'est par la manipulation de l'inconscient collectif que nous pouvons gagner les luttes. C'est pas dans des luttes contre quelque chose là qu'on est en train de nous faire, des petites vis qu'on est en train de nous enfiler. L'inconscient collectif est plus important que ça. Les mots sont très importants. Attention. Donc, sécurité sociale de l'alimentation aussi. J'ai participé à la création de ce concept-là et à sa mise en place. Je sais bien ce que c'est. Et les copains qui ont écrit une brochure là-dessus, ils l'ont intitulé tout simplement Régime général. Ils ont fait gaffe à ça. C'est très important. Moi, je fais partie du syndicat, de l'Union syndicale des retraités CGT de la Corrèze, puisque j'en suis le secrétaire général. Et donc, on a édité et imprimé cette année un livre sur la santé en Corrèze, dans lequel on a essayé de recenser tous les organismes qui tournent autour de la santé et de la sécurité sociale. On a fait une première réunion publique au mois de juin à Tulle, et là, vous êtes tous conviés à une nouvelle qu'on va faire à Brive le 10 octobre, le vendredi 10 octobre. Alors, ça se déroulera dans la salle de nos camarades de Mine Énergie, la salle Laborde, juste à côté du... Les Bordes, pardon. Et juste à côté du secours populaire. Oui, le bord, plus en face. De la petite centrale. Donc voilà, on aura un invité national qui, je sais, est qui est Patrick Pelou, médecin urgentiste. Au mois de juin, quand on l'a fait, on avait Christophe Prudhomme, camarade du national, qui est lui aussi médecin urgentiste, qui a apporté pas mal à nos débats. Oui, sur la privatisation notamment. Voilà. Sur les risques de privatisation. Ouais. Donc voilà, vous êtes conviés tous à un débat public ce soir-là. Alors c'est le vendredi à partir de 18h, donc à la salle de vote. Merci. Merci.
Voilà une proposition toujours à la nouvelle. En 2006, oui, en 2026, si ça vous intéresse, on peut organiser, s'il y a une salle à chanter gratuite, ou ailleurs, hein, c'est pas... avec Bernard Friot, par exemple, une commémoration très forte, je pense très très forte, des décrets de 46. Voilà. C'est une loi en 46. Je me charge à ce moment-là d'obtenir l'accord de Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Nous célébrerons, en partie, bon, peut-être avec vous, mais nous célébrerons forcément la loi de mai 46 le 27 mai, puisque c'est la journée de la résistance. Donc, nous ferons une pierre de coups, mais nous pouvons le célébrer à d'autres moments aussi. Hein, parce que je voudrais dire quand même que notre ancien président, Robert Chambiron, qui était le secrétaire général donc, du CNR, avait toujours dit que ces fameuses lois sociales, parce qu'on contestait à Ambroise Croizat donc, la paternité de... Il avait toujours dit quelle avait été l'importance, puisque nous l'avions enregistré donc, à Paris pour en faire un CD pour qu'il raconte comment s'étaient passées finalement toutes ces négociations au CNR, parce que ça n'avait pas été facile, croyez-le bien. Hein. Il le racontait avec toutes les difficultés qu'ils avaient connues pour mettre en place justement toutes ces lois dont nous avons parlé. Il disait qu'il fallait bien dire très clairement que la CGT, le Parti communiste, avait été d'une toute première importance au sein du CNR pour faire passer effectivement, avec d'autres bien entendu, mais prioritairement. Voilà. Donc effectivement, Ambroise Croizat, comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il était marqué politiquement, eh bien, il faut lui reconnaître au moins le mérite d'avoir établi ce contrat social sur lequel nous vivons, nous essayons de vivre encore avant qu'on nous vole complètement. Voilà. Merci donc à tous. Je voudrais dire qu'au niveau du travail que nous réalisons pour rappeler le combat de ces résistants, parce que ceux qui se battaient ici à Chantex, qui étaient au maquis de Mouza, là-bas, nous avons mis une stèle en mémoire de tous ces résistants, qui venaient de la Grolière, de Saint-Clément, de plus loin même, quelquefois. Eh bien, tous ces gens-là s'étaient battus, bien sûr, pour la liberté, contre le fascisme, mais pour des jours meilleurs aussi, largement. Parce que ceux qui étaient dans le maquis, c'était souvent ceux qu'on va retrouver avant 1939, déjà, dans les combats sociaux. Voilà. Donc, l'ANAC départementale a édité et mis à jour un mémorial de la résistance et de la déportation en Corrèze, où sont donc inscrits tous les noms de ceux qui ont payé de leur vie donc, pour le combat pour la liberté et pour les droits sociaux, pour une république démocratique et solidaire. Merci à tous. Hein. Voilà.